There is no planet blah, blah blah blah, blah blah blah. C'était il y a 3 ans, peu de temps avant la COP26, Greta Thunberg qui accuse les dirigeants du monde d'avoir noyé les espoirs des jeunes dans leurs promesses creuses, autrement dit, dans leur blablabla à propos du climat. 3 ans plus tard, c'est la COP29 qui vient de s'ouvrir à Bakou en Azerbaïdjan et la critique circule toujours. Les COP, c'est trop lent, c'est pas assez efficace face à l'urgence. Le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell, a défendu hier le fonctionnement de ces grandes réunions annuelles au chevet de la planète. On l'écoute. Le processus de la COP est le seul endroit où nous pouvons nous attaquer à la crise climatique. Et nous savons que ce processus fonctionne. Nous ne pouvons pas quitter Bakou sans un résultat substantiel. Le moment est venu de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Un appel à la coopération mondiale à l'heure où Donald Trump vient d'être réélu pour un second mandat aux États-Unis. Et comme l'écrivait Libération ce week-end, Trump, le retour du pyromane. Alors dans ce contexte, que peut-on attendre de la COP29 ? Ces grands-messes peuvent-elles sauver le climat ? Ou est-ce juste du blablabla ? Qu'en pensez-vous ? Qu'attendez-vous de nos dirigeants ? Appelez-nous au 070 66 55 44 070 66 55 44, vos courriels à l'adresse en direct @rtbf.be et pour WhatsApp. Allô le monde sur WhatsApp 0471 200 500. 0471 200 500. Et je vous présente nos invités ce soir qui sont là pour répondre à vos questions. Alain Marron, ministre bruxellois de l'Environnement et de la Transition climatique. C'est vous qui assurerez cette année la représentation de la Belgique lors des coordinations européennes à la COP29. Et puis également avec nous, François Massonnet, climatologue, professeur à l'école de physique de l'UC Louvain. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et soyez les bienvenus. Alors première question pour tous les deux. Qu'est-ce qui nous garantit que cette COP29, ça va être plus que du blablabla, pour reprendre les mots de Greta Thunberg? Alain Marron d'abord. Je pense que rien ne le garantit a priori. Ceci dit, on n'a rien trouvé d'autre que le multilatéralisme, c'est-à-dire mettre autour d'une même table ou de plusieurs tables tous les pays du monde pour tenter de trouver des accords et de se mettre d'accord pour résoudre un problème qui est commun. Or, le dérèglement climatique et son impact, c'est un problème mondial. Il n'y a rien à faire, on doit en discuter tous ensemble. Est-ce qu'il est facile de mettre d'accord tous ces États du monde ? Évidemment non, d'autant plus que je vous le rappelle, ceux qui ne le savent pas, on prend des décisions au consensus. C'est pas donc une majorité contre une opposition. Il n'y a pas quelques pays qui imposent aux autres ou une majorité qui impose à une minorité. On doit tous ensemble se mettre d'accord. C'est ça le fonctionnement des Nations Unies et c'est ça le fonctionnement aussi il faut que les accords soient respectés, Alain Marron. Bien entendu, il faut qu'ils soient respectés. Or, les engagements qui sont pris à la COP ne sont pas des obligations. C'est des engagements qui sont volontaires. Ce qu'il y a, et ce qui est quand même intéressant, et c'est d'ailleurs un des points de cette COP, c'est qu'on fera l'état d'avancement de ce qu'on appelle le Global Stocktake, pour savoir où on en est en fait. Où est-ce qu'on a déjà respecté et comment est-ce qu'on a déjà respecté ou non ce qui est prévu par les accords de Paris. Est-ce qu'on est oui ou non dans la ligne pour ne pas dépasser un réchauffement global de maximum 2 degrés et si possible 1,5 degré. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ça au moins c'est sur la table de manière assez transparente. Tous les pays doivent faire une reddition de comptes, expliquer ce qu'ils ont fait et comment ils ont diminué leurs émissions. Tous les pays, mais à quoi ça sert d'avoir une délégation belge de quasi 200 personnes, si je ne m'abuse, puisque la Belgique en tant que telle ne s'exprime pas en son nom. C'est l'Union européenne qui s'exprime. Les discussions, elles ont eu lieu en amont pour mettre d'accord la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, la France et les autres membres de l'Union européenne. Donc d'abord, la délégation belge de 140 personnes, c'est 2/3 d'entreprises et d'ONG qui payent tous leurs frais liés là-bas. C'est pas l'État qui paye cette partie-là de la délégation. Et il y a un tiers de la délégation sont des experts, des diplomates, des experts climat et des politiques. Mais donc c'est ça, vraiment la délégation belge, ce qu'on appelle vraiment la partie à la négociation. Le reste, c'est ce qu'on appelle de l'overflow. Mais quel poids pour la Belgique ? Le poids, c'est le poids d'un des États membres de l'Union européenne. Il faut savoir que dans la dernière semaine, les négociations arrivent dans un entonnoir au niveau mondial. Nous sommes représentés au niveau européen. C'est l'Europe qui négocie pour le compte de la Belgique et l'ensemble des États membres. Mais tous les jours, il y a ce qu'on appelle des coordinations européennes, donc des conseils européens informels où on fait le point sur l'état d'avancement et où on établit ensemble la stratégie pour la journée et pour les jours qui suivent. Et là, chaque État membre de l'Union européenne, de manière égale,
peut s'exprimer, et bien entendu, la Belgique s'exprime, tout comme l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie ou d'autres États membres. Et c'est vous qui assurerez ces coordinations européennes en tant que ministre bruxellois. C'est une tournante en fait qui s'organise, vu qu'on a quelques ministres en charge du climat dans notre pays. François Massonnet, comment est-ce que vous regardez ça, vous, en tant que climatologue ? Est-ce que, quand vous analysez l'évolution, ces COP qui se succèdent, vous dites, oui, il y a un impact, il est tangible, et sans ces COP, on n'en serait pas là. On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va commencer par peut-être les mauvaises nouvelles pour directement rentrer dans le vif du sujet. Je scrute les chiffres au quotidien, les indicateurs comme la température moyenne globale, les émissions de dioxyde de carbone, les concentrations de dioxyde de carbone, et j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que pas un quart du tiers d'une once de température n'est en train de changer. Donc les températures continuent leur cours, comme si au final la Terre n'était même pas au courant qu'on se souciait de sa santé. Il y a un rapport qui est paru il y a quelques jours qui fait état de ce trou béant, c'est ce qu'il cite dans le rapport, entre d'une part la rhétorique et d'autre part la réalité. Et on est pour l'instant au milieu de ce trou, en train de constater que malgré malheureusement tous les efforts et toute l'impression qu'on a d'aller de l'avant dans des transitions énergétiques, ça ne se traduit pas en fait. D'un autre côté, j'ai la faiblesse de croire que ces COP restent une condition nécessaire à l'issue positive de cette crise climatique. Autrement dit, sans ces COP, on n'en sortira certainement jamais. Pourquoi ? Parce que ces COP sont des espaces uniques, des forums uniques de multilatéralisme, de discussion, de co-création de solutions globales à un problème qui est global. Parce que ces COP ont déjà montré par le passé aussi des grands succès. On se rappelle que l'accord de Paris est sorti d'une COP quand même. Or, l'accord de Paris, c'est cette petite musique qui revient constamment et qui nous rappelle ce chiffre de 1,5, parfois même de 2, qu'on espère ne pas dépasser. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un succès quand vous rappelez que justement, il n'y a aucun impact aujourd'hui sur l'évolution des températures ? Il faut se poser la question de savoir ce qui se serait passé sans ces COP aussi, pour être tout à fait rationnel. Et sans ces COP, je suis sûr que la situation serait encore bien pire qu'aujourd'hui. Les émissions mondiales seraient à des niveaux bien plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur cette COP-ci, l'objectif de cette COP29, Alain Marron, l'objectif est avant tout de discuter aussi avec les pays du Sud. On sait que c'est un des nœuds du problème. Les pays du Sud réclament de l'argent parce que la transition, évidemment, ne se fait pas du tout au même rythme dans toute une série de pays de la planète. Il y a une grande disparité. Et pourquoi est-ce qu'il y a une disparité ? Oui, parce qu'on n'a pas de sous et on a aussi des difficultés d'emprunt, en fait, dans toute une série de pays pour financer des infrastructures. Il y a des promesses qui ont été faites, 100 milliards, on a retenu ce chiffre, mais on en est loin là aussi. Alors les 100 milliards commencent tout doucement à être atteints, mais évidemment ils sont largement insuffisants. Donc 100 milliards, ça représente l'aide donc des pays dits développés, avec tous les guillemets autour, vers les pays dits du Sud, avec tous les guillemets autour, pour les aider, d'une part, à émettre moins de gaz à effet de serre, donc passer aux énergies renouvelables, etc., etc., et en même temps, faire une politique d'adaptation. Il y a eu effectivement une séquence juste avant ici qui a montré ce qui se passait dans un pays d'Afrique. Il y a des gros problèmes. On doit modifier l'aménagement du territoire, s'adapter pour assurer la production agricole, etc., etc., etc. Tout ça coûte beaucoup d'argent, mais 100 milliards, ce n'est rien. Vous savez qu'en Belgique, on estime que le financement aux énergies fossiles, rien que pour la Belgique, c'est de l'ordre de au moins 10 milliards. Au moins 10 milliards juste pour la Belgique de subventionnement aux énergies fossiles. Donc 100 milliards à l'échelle de la planète pour aider à la transition climatique, j'allais dire, c'est objectivement très peu de choses. Donc effectivement, il faut investir plus, mais c'est pas seulement les États. Ce que la Belgique défend, c'est dire, ça va être de pire en pire. Je veux dire, on doit limiter au maximum le dérèglement climatique pour assurer une qualité de vie sur Terre, mais nonobstant ça, on subit déjà les conséquences et on va les subir de plus en plus, donc on doit se préparer. Et pour ça, nous, on prévoit, on va dire, une stratégie multicouche, et c'est ce qu'on défend. Une première couche, c'est le financement public, c'est le cœur. Et puis une deuxième couche, en deuxième rang, c'est le financement par de grands organismes internationaux, la Banque mondiale, le FMI, la Banque européenne d'investissement, etc., et une troisième couche privée. Le tout interrelié. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter en fait les montants qui sont dévolus à la transition et qu'on peut progressivement aider plus les pays du Sud qui en ont besoin. Pour que les choses bougent, on se dit qu'il faut des leaders.
Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être là que le bas risque de blesser François Massonnet, parce qu'aux États-Unis, on a Donald Trump qui arrive au pouvoir. En Chine, on a une croissance en berne. On a l'impression qu'après quand même des investissements significatifs en matière environnementale, on n'est plus tout à fait là. En Europe, c'est la défense qui est aujourd'hui la priorité, plus vraiment le climat. C'est ça aussi, ce contexte géopolitique mondial qui ne nous amène pas à être optimistes. Qui n'est pas évident, ou qu'on peut voir comme une opportunité justement. C'est vrai qu'on parle de ce montant de 100 milliards qui paraît comme ça immense, et qu'on se dit on n'a pas l'argent pour. En fait, ce n'est pas la question d'avoir ou ne pas avoir l'argent. C'est comme dire je n'ai pas de temps. C'est plus est-ce que je sais trouver le temps, ou est-ce que je sais me donner les moyens de me trouver du temps ou l'occasion. En fait, 100 milliards, c'est pas grand-chose si tant est que derrière on a un projet qui est rentable. C'est-à-dire qu'on est en mesure de proposer un projet de transition qui va avoir des retombées économiques, qui va pouvoir se soutenir lui-même et pérenniser quelque part une transition qui sera bien amorcée. Pour revenir à la question des élections aux États-Unis, quelque part, est-ce qu'on n'a pas intérêt maintenant à regarder plutôt ce qui nous concerne et à développer notre propre projet indépendamment de ce grand frère économique qui a peut-être trop longtemps été important pour nous. Finalement, les idées de Trump qui sont ouvertement climato-sceptiques, est-ce qu'elles doivent prendre tout le débat, ou est-ce qu'on doit aussi réaliser que l'Amérique a sur une partie de son sol tout un module de transition énergétique? Est-ce que le plus dangereux n'est pas finalement que Trump risque de contaminer idéologiquement d'autres personnes, d'autres dirigeants, et de mener à un isolationnisme qui a été montré comme très dangereux pour la transition? Donc je pense qu'il faut aussi imaginer en tant qu'Européens ce nouveau projet, ce nouveau rêve pour pouvoir débloquer de l'argent et aller vers une économie dont le moteur principal, c'est le moteur de la transition. On voit aujourd'hui qu'avec le plan Draghi, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le plan Draghi, c'est on retourne à ce qui a très bien marché pendant des dizaines d'années jusqu'à présent. Le plan Draghi, donc Mario Draghi, qui a fait une analyse de la situation économique européenne et qui dit qu'il faut investir en effet dans toute une série d'infrastructures aussi. On va écouter cette note vocale qui vient de nous parvenir. Oui, comment faire face au changement climatique tout en acceptant une injonction de croissance économique mondiale? N'y a-t-il pas là quelque chose de kafkaïen? Alain Marron. Je pense que une question qui revient régulièrement. Bien entendu. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on assure notre prospérité et la cohésion sociale malgré le dérèglement climatique, et qu'on assure ça en Belgique, en Europe et au niveau mondial. C'est ça la vraie question. Et sommes-nous capables d'imaginer des modèles économiques suffisamment redistributeurs, suffisamment basés sur de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on réutilise des matériaux, etc., qui protègent l'environnement sans nécessairement faire une sorte de course effrénée à la croissance, et qui en même temps assure de la prospérité. Est-ce que croissance et défis climatiques sont compatibles? C'est sans doute partiellement incompatible. En tout cas, la croissance doit être encadré. Donc on ne peut pas dire qu'on doit nécessairement décroître ou diminuer la richesse de tout le monde. La question, c'est de redistribuer mieux et d'assurer la prospérité. On peut le dire, mais le contexte, parce que c'est vrai que François Massonnet parlait des États-Unis, mais si on regarde le contexte en Europe, une poussée de l'extrême droite importante qui a le climat en ligne de mire. Mais moi, je suis écologiste, je ne vais pas pousser à l'extrême droite, ni même à la droite. C'est un vrai problème. On voit qu'en tout cas, le message, celui que vous délivrez, il a du mal à toucher les citoyens. Il n'est pas reçu comme tel. Il ne paraît pas crédible, puisque aujourd'hui, on se détourne de ce type de message pour voter pour des gens qui ont d'autres priorités. C'est vrai, mais beaucoup d'entreprises vont dans cette direction. Moi, j'étais en charge de l'environnement, ma collègue en charge de la transition économique à Bruxelles. Il y a des dizaines, des centaines d'entreprises qui sont en train de modifier leur business model, tout simplement parce qu'elles ont bien compris qu'à l'avenir, elles devaient intégrer les contraintes des dérèglements climatiques et s'adapter. Et donc, de plus en plus... Et qui ne cherchent plus la croissance ? Si, bien entendu, mais elles font du business basé plus sur de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'elles amoindrissent l'impact environnemental de leur business. Mais est-ce que ça sera suffisant ? On peut très bien imaginer aussi des mondes où la croissance est qualitativement très positive, mais est quantitativement au sens du PIB, tel qui a été l'indice principal, qui est moindre qu'aujourd'hui. Et il n'y a pas du tout de malheur de parler d'un PIB qui avance moins vite que ce qu'il n'a fait durant des décennies. Au final, le capital humain, le capital social, le capital de notre environnement naturel sont des vertus aussi importantes que finalement la croissance économique. Et tout revient, comme ça a été dit, à des questions de redistribution. La richesse dans le monde, la nourriture dans le monde, il y a plein de choses
comme ça qui sont en fait largement suffisantes, mais qui sont extrêmement mal distribuées. Donc la première question à se poser, c'est au final, comment est-ce qu'on redistribue tout ça de façon équitable ? Et comment on fait pour ne pas être largué ? Parce que c'est ça aussi la question. François Massonnet évoquait le rapport Draghi il y a un instant, qui dit qu'en effet, si on ne veut pas se faire manger, et on est déjà mal parti par les deux grands blocs asiatiques et américains, il faut encourager la croissance européenne. Et donc on a l'impression quand même, Alain Marron, d'avoir des messages très contradictoires. Le rapport Draghi dit d'abord qu'il faut réindustrialiser l'Europe. On a perdu des capacités stratégiques. Je ne sais pas, si vous achetez des panneaux solaires ici maintenant en Belgique ou en Europe, oui, on a perdu cette capacité. Notre industrie automobile, mais même celle qui fait des bus, des camions, des transports collectifs, elle a perdu aussi de l'autonomie parce qu'effectivement, la Chine est devenue la grande fabrique du monde. Donc oui, effectivement, on doit récupérer des capacités stratégiques. Mais ça, c'est compatible avec de l'économie circulaire, avec reprendre possession et reprendre pouvoir. Et en fait, le rapport Draghi n'est pas intrinsèquement incompatible avec le Green Deal. Et la nouvelle Commission européenne semble quand même confirmer le Green Deal, même si effectivement, depuis la guerre en Ukraine, il y a des investissements supplémentaires en défense et d'autres types d'investissements. Dernière question pour vous, François Massonnet. Cette COP, là, elle sera réussie s'il se passe quoi ? Je pense qu'elle sera réussie à partir du moment où elle arrive à se justifier elle-même. Ce que j'ai l'impression qu'il se passe avec les COP de plus en plus, c'est qu'elles sont mises face à leurs propres contradictions en termes de présence de lobbyistes, en termes d'empreinte carbone, en termes d'utilité au final et de concret. Aujourd'hui, parfois la COP manque un tout petit peu d'exemplarité, manque un tout petit peu de pédagogie aussi pour expliquer quelles sont les grandes avancées qui ont été obtenues. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Je suis souvent en contact avec des étudiants, avec des élèves dans des classes, et qui se disent, mais finalement, à quoi servent ces grandes conférences ? Est-ce que c'est pas plutôt un bal des hypocrites ? Et on a envie de leur donner des réponses évidemment positives, parce que de nouveau, je crois que ces COP sont nécessaires, mais il y a pour moi... C'est plus facile de le dire s'il y a des résultats, quoi. Exactement. Merci en tout cas. Merci.